Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Cette semaine, focus sur la République démocratique du Congo avec un premier dossier qui sera consacré au scrutin présidentiel. En programme également de cette émission, le sommet d'Abuja sur la sécurité a eu lieu ce samedi. Les chefs d'État africains ont rappelé l'importance de lutter contre la radicalisation des jeunes. Et au Sénégal, le nouveau parti, les démocrates réformateurs, se positionne en vue des prochaines législatives. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Trésor Kimangula, vous êtes journaliste, bienvenue. Merci. Et avec nous également nos éditorialistes, Jean-François Kantikombe, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à toutes et à tous. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'actualité du jour. Le deuxième sommet régional sur la sécurité a donc eu lieu samedi 14 mai à Abuja, au Nigeria, en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. À cette occasion, il a été rappelé l'importance d'une coopération entre les blocs régionaux, mais surtout la nécessité de lutter contre la radicalisation des jeunes. Deogratias Podo. Pour tenter de mettre fin à l'insurrection islamiste de Boko Haram sur leur territoire, les États africains insistent sur une coopération militaire régionale et une mobilisation internationale. À la rencontre d'Abuja le 14 mai 2016, ils ont réitéré leur engagement à éradiquer le groupe terroriste et manifesté leur détermination à poursuivre les efforts entrepris ces 3 dernières années. Les chefs d'État des pays frontaliers du Nigeria et notamment celui du Gabon ont surtout appelé à une coordination entre les deux grands ensembles régionaux, la CEDEAO et la CEAC. Nous appelons de tous nos voeux la tenue d'un sommet CEAC-CEDEAO sur la lutte contre le groupuscule criminel Boko Haram. Une telle rencontre permettrait de mieux bâtir des synergies dynamiques contre cet ennemi commun et contre son mode opératoire asymétrique. Au lendemain du sommet de Paris tenu en mai 2014, la rencontre d'Abuja a permis d'étudier de nouvelles stratégies communes à mettre en place pour lutter efficacement contre le groupe islamiste Boko Haram. Depuis 2009, ce dernier sévit dans le nord-est du Nigeria et ses attaques visent aussi les régions frontalières au Cameroun, au Tchad et au Niger. Selon la Banque mondiale, au moins 20 000 personnes ont perdu la vie dans les attaques meurtrières, mais les analystes sont optimistes. Selon les estimations, le groupe terroriste aurait perdu près de 70% de ses territoires des suites des offensives des différentes armées nationales depuis 2015. Nous devons consolider les acquis de nos efforts, notamment en ce qui concerne le financement de la lutte contre le terrorisme et les échanges d'informations entre nos différents pays. L'extrémisme est un fléau également lié aux problèmes sociaux au sein de nos communautés, raison pour laquelle nous devons trouver des solutions innovantes pour faire face au chômage chez les jeunes. Sans des mesures idoines, notre jeunesse restera vulnérable aux défis de la radicalisation. D'un commun accord, les chefs d'État africains se sont engagés à lutter davantage contre la pauvreté sur le territoire. Le président gabonais a plaidé en faveur de l'adoption de politiques de développement capables d'offrir de l'emploi aux jeunes du continent. Il encourage la création d'un fonds global de soutien et de solidarité destiné à financer la lutte contre Boko Haram. Jean-François, les jeunes qui se radicalisent sur le continent africain, ils le font avant tout à cause de leurs conditions sociales et économiques ? Je pense qu'on ne peut pas de façon lapidaire lancer juste une seule explication. Il y en a de nombreuses et je pense que si on prend 10 jeunes, on trouvera des explications extrêmement différentes qui tiennent à la fois au parcours de chacun, qui tiennent à l'environnement économique. Mais il est vrai que si on prend le cas de Boko Haram par exemple, l'un des facteurs notamment de la prolifération de Boko Haram et de son implantation territoriale, c'est l'adhésion plus ou moins implicite de populations qui ont été laissées pour compte dans ce pays. Donc le développement économique des pays constitue un des moyens par lesquels on peut arriver à éradiquer Boko Haram et le terrorisme, ou en tout cas le radicalisme religieux sur un plus long cours. Je m'inquiète un tout petit peu que ce type de réunion manifeste du nouveau visage un peu du développement de l'Afrique ou de l'émergence. Le nouveau nom du développement, c'est peut-être la lutte contre la sécurité. C'est un peu ce qu'on nous explique dans ce reportage-là. Il y a là quelque chose, sinon d'inquiétant, parce qu'il faut bien lutter contre le terrorisme, il faut bien trouver des moyens pour arriver à vaincre, non seulement là maintenant territorialement, militairement, parce que la guerre classique, ce ne sont pas des forces classiques, donc il faut employer tous les moyens, mais il faudrait pouvoir organiser des sommets
utile sur le développement de l'Afrique sans l'évoquer à l'occasion de la sécurité simplement parce que l'enjeu premier c'est quand même le développement de nos pays, c'est que notre jeunesse, la jeunesse africaine puisse trouver des perspectives à un horizon. Donc bon, très bien, on attend les résultats quand même. Jean-Marie, la radicalisation des jeunes en Afrique, c'est un phénomène inquiétant? C'est un phénomène inquiétant, mais bon, je pense que je peux vous dire là-dessus, Fanny, ces sommets-là, ce sont des sommets qui sont importants, qui sont nécessaires. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en Afrique, nous avons toujours vécu sous le cadre où les États, c'est-à-dire veulent garder leur souveraineté jalousement. Mais maintenant, tout le monde s'aperçoit que l'enjeu sécuritaire est un enjeu face à Boko Haram, c'est un enjeu qui est transfrontalier. D'où la nécessité de mettre en place des stratégies très très fines, qui sont des stratégies globales, qui visent justement, des sommets comme celui-là sont des sommets qui devraient se tenir, de mon point de vue, tous les 6 mois, pour faire le suivi, pour faire l'évaluation, contrôler et voir quelles sont les nouvelles actions à mettre en place. Avant de vaincre, si vous voulez, Boko Haram sur le terrain terroriste, c'est-à-dire sur le terrain militaire, il faut penser aux solutions, comme Jean-François le disait tout à l'heure, il faut penser aux solutions qui concernent la jeunesse africaine, tout simplement. Pourquoi? Parce que cette jeunesse-là, elle est tirée vers un obscurantisme, qui est un obscurantisme de mon côté matériel, tout simplement. Pourquoi? Parce que bon, quand vous avez des individus qui ne savent pas, qui n'ont pas de quoi manger, qu'est-ce qui se passe dès que vous avez, si vous voulez, l'obscurantisme qui se met en face, qui met un peu d'argent sur la table, qu'est-ce qu'on fait? On court vers ça, d'où la nécessité en amont de pouvoir former ces individus et leur dire que ce n'est pas la seule voie, mais maintenant nos gouvernants aussi doivent faire des efforts nécessaires et voir que globalement c'est une nécessité qui s'impose au continent et cette coopération-là est nécessaire, que ce soit en stratégie militaire, que ce soit en stratégie de développement, au lieu que chacun soit là à vouloir œuvrer de son côté. Trésor Kimangula, un mot rapide peut-être sur ce sommet régional? Oui, ce que moi je remarque à souligner cette synergie des pays de la région depuis un certain temps qui ont décidé de lutter ensemble contre Boko Haram et cela a permis de constater sur le terrain un recul de ces groupes islamistes parce qu'avant, Boko Haram était dans une politique de conquête des territoires. Ça a commencé au nord, ça a commencé à descendre dans le sud du pays, du Nigeria principalement et s'étendre du côté de Cameroun. Mais depuis quelques temps, depuis que le pays de la région ont mis ensemble des forces militaires avec l'appui logistique jusque-là des autres puissances internationales, on a constaté que Boko Haram était un peu en perte de vitesse, même si le groupe reste dangereux avec des actions des filles ou des jeunes qui sont endoctrinés, qui sont envoyés en des missions kamikazes aujourd'hui. Mais la politique des conquêtes des territoires a été abandonnée aujourd'hui. Merci. Dans l'actualité également au Sénégal, Modou Diagne Fada vient de créer son parti politique. Il prend le nom de LDR, les démocrates réformateurs Yessal. Pour rappel, Modou Diagne Fada est un ancien membre du comité directeur du PDS, le Parti démocratique sénégalais. Birama Saonera. Au Sénégal, le nouveau parti des réformateurs démocrates veut se positionner sur l'échiquier politique national. L'un des objectifs majeurs de cette formation politique est d'aller à la conquête des suffrages des Sénégalais lors des prochaines élections. Pour ce faire, elle peaufine sa stratégie pour les législatives qui se tiendront en 2017. Nous sommes un parti dans l'opposition. Nous n'avons pas créé un parti pour rester dans l'opposition. Nous ne sommes pas un parti d'opposition, nous sommes un parti dans l'opposition. Et nous allons travailler lors des prochaines élections législatives, à avoir la majorité et à imposer la cohabitation au président Macky Sall. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés et nous allons nous battre pour atteindre cet objectif. Le Parti des démocrates réformateurs a été porté sur les fonds baptismaux le 7 mai 2016, quelques mois après l'exclusion de Modou Diagne Fada du PDS, Parti démocratique sénégalais, en octobre 2015. Connu pour ses attitudes de frondeur, l'ancien ministre de Santé sous le régime du président Abdoulaye Wade compte désormais prendre son avenir politique en main, d'où la création de cette formation politique. Aujourd'hui, du fait qu'il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus de perspective dans le cadre du Parti démocratique sénégalais, nous sommes des jeunes, nous sommes ambitieux, nous ne pouvons pas croiser les bras et laisser notre avenir entre les mains d'une personne ou entre les mains d'un organisme pour nous qui ne vit plus, ou alors qui essaye en tout cas de bloquer les autres générations, qui essayent de bloquer l'avenir. Le moment est venu pour nous de prendre nos responsabilités, de prendre notre destin en main et de nous adresser au peuple sénégalais seul, souverain, en ce qui concerne la répartition des suffrages électoraux. Modou Diagne Fada est élu député sur les listes du PDS, sa formation politique initiale. D'ailleurs, il occupe depuis 2012 le poste de président du groupe parlementaire,
les libéraux et démocrates à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, la question qui se pose est celle de savoir si Modou Diagne Fada continuera de diriger ce groupe à l'Assemblée nationale après la création de son parti. Jean-François, d'après vous, est-ce qu'il peut continuer à diriger le groupe parlementaire tout en ayant quitté le PDS et en créant son propre parti ? Il appartient aux députés d'en décider. Devenir chef de groupe parlementaire, c'est d'abord les députés qui appartiennent à la même mouvance qui en décident. Il y a aussi le jeu des appareils, naturellement, puisque si le groupe parlementaire n'est composé que de son parti, du PDS, mais ça me surprendrait quand même pas mal, compte tenu du caractère erratique du paysage politique sénégalais, il appartient, en tout cas, pour répondre à votre question, il appartient aux députés d'en décider, mais en tout cas, c'est une question qui est sur la table aujourd'hui. D'autant plus que lorsque ce parti a été créé, ce nouveau parti est créé, il est créé avec une ambition qui est de renouveler la politique sénégalaise et de renouveler le corps politique sénégalais. Et je crois que c'est une problématique d'ailleurs qui intéresse pas tous les pays africains, mais en tout cas la plupart des pays africains, où on voit une jeune classe politique se lever aujourd'hui, et où on constate également que tous les partis qui étaient les partis traditionnels depuis les indépendances, qui sont plus ou moins transformés, sont en perte de vitesse et sont peut-être en déclin. Et de nouvelles formes politiques sont nécessaires et en tout cas sont revendiquées par des groupes comme celui-là. Je constate par exemple qu'au Sénégal, ce n'est pas seulement du côté du PDS qu'on a ce type de mouvement. Maintenant, il s'est structuré vraiment et il part à l'assaut, mais il se trouve également que du côté de la coalition qui soutient le président Macky Sall, on constate le même mouvement depuis le référendum constitutionnel que nous avons observé. À l'intérieur du Parti socialiste sénégalais, on voit des jeunes qui se lèvent, par exemple Sénégal émergent, Jeunesse Sénégal émergent, c'est un mouvement de jeunes qui veut renouveler la politique et qui est à peu près, à mes yeux, de même nature. Bon, l'enjeu, je pense que pour lui, le véritable enjeu n'est pas celui du groupe politique à l'Assemblée nationale, c'est plutôt l'enjeu de la présidentielle qui vient, puisque les élections législatives, pour lui, c'est un peu son baptême du feu à ce nouveau parti pour aller vers d'autres cieux et peut-être, pourquoi pas, au sommet. Alors Jean-Marie, est-ce que la création de ce parti peut affaiblir le PDS aux prochaines élections ? C'est certain, puisque là, vous avez un ténor, si vous voulez, vous avez un ténor du parti qui se décide à partir. Moi, je soulignerai encore plus fort ce que Jean-François vient de noter. Et moi, c'est ça qui me plaît. Ça veut dire que la dynamique politique se met en place en Afrique. C'est-à-dire, on sort, des anciens critères de la pratique politique chez nous en Afrique. Là, vous avez un jeune qui se lève. Jean-François a cité des mouvements de jeunes qui sont très, très dynamiques en Côte d'Ivoire, qui internationalement ont été reconnus, qui luttent contre la corruption et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous voyez, le paysage politique africain, c'est-à-dire, de mon point de vue, va subir dans les années à venir une recomposition dans laquelle les jeunes vont revendiquer la place qui leur est due. Ils ne vont plus se contenter aujourd'hui. Et ça se voit un peu partout. Mais ces mouvements-là sont tus dans certains pays, tout simplement. Pourquoi? Parce que, bon, on ne veut pas cette émergence des jeunes, parce que les caciques étant au pouvoir, ils défendent leur pouvoir. Donc, à partir de là, moi, c'est un mouvement qui m'intéresse au Sénégal, dans la mesure où ce sont des jeunes qui se lèvent, ils se disent, on ne va pas courir derrière un cacique qui va nous ramener, si vous voulez, pour créer autre chose. On crée cette dynamique-là en propre, avec une vision de la jeunesse. Je n'ai rien contre les vieux, mais toujours est-il qu'un pays, si vous voulez, un pays se développe, on donne toujours le témoin à qui? On donne le témoin aux jeunes. Donc quand vous avez cette dynamique-là qui se met en place dans un pays comme le Sénégal, c'est quelque chose qui est assez plaisant, parce que le Sénégal, en termes de démocratie, c'est quand même une de nos vitrines que nous avons en Afrique. On n'en parle pas souvent. Les élections s'y déroulent généralement depuis quelques décennies maintenant de manière pratiquement normale comparé à certains pays en Afrique. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.